Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission de février 2022 sur les ondes de RGB, sur le 99.2 FM. Nos invités, Marc Namour, chanteur et co-créateur avec Loïc Lantoine de Fier et Tremblant, en coprogrammation avec le Forum de Vauréal. Nous aurons Éric Min Kuong Castin, chorégraphe et concepteur de Forme de vie. Ensuite, Anne Collot, chorégraphe du spectacle jeune public Comme une utopie. Geoffroy Jourdain, concepteur musical de L'Ailleurs de l'Autre par la compagnie en résidence Les Cris de Paris, programmée à la Maison de la Châle à Éragny-sur-Oise et à l'Abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et sur radio-rgb.net. Les artistes en résidence. Bonjour Geoffroy Jourdain, vous êtes le fondateur, créateur de la compagnie Les Cris de Paris. Vous êtes en charge de la conception musicale du spectacle que je viens de voir dans une version peut-être différente. Vous allez nous le dire si ce sera à l'identique ce qui sera présenté ce week-end à Éragny-sur-Oise et à Saint-Ouen-l'Aumône, le spectacle L'Ailleurs de l'Autre. D'ailleurs, la question vous a été posée par des élèves. Peut-être nous faire, non pas un petit historique, mais Les Cris de Paris, c'est vrai que moi, ça évoque la période des colporteurs. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a eu une forme liée à votre répertoire, le fait de retrouver cette forme de symbole ? Il y a plusieurs questions en une. Déjà, pour le nom des Cris de Paris, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent, aujourd'hui, presque 20 ans après la création du groupe, justifier le choix de ce nom. Au départ, c'était le fait que ça faisait référence à un titre d'une œuvre de la Renaissance de Clément Jeannequin qui s'appelle Les Cris de Paris et qu'est-ce qu'on appelait un grand quodlibet, ou un charivari, à partir de cris de relevés, de chants de marchands ambulants, disons, aux halles à Paris. À l'époque, il y avait l'idée comme ça de faire référence à une œuvre du répertoire, on va dire classique. Aujourd'hui, où notre projet artistique s'est peut-être, je dirais, singularisé, finalement, il est toujours emblématique de ce qu'on fait, même si ce qu'on fait, ça a changé. Je dirais d'une part parce que Les Cris de Paris, c'est une compagnie donc dédiée à l'art vocal dans laquelle il y a aussi bien des projets à 4 qu'à 40, qu'à 90 et dans lesquels la voix est toujours présente et où finalement chaque individu, en tout cas c'est, je l'espère, un peu l'état d'esprit dans lequel on travaille, à la fois on forme un collectif mais dans lequel chaque individu garde, disons, sa personnalité. Ce qui est vraiment le cas dans Les Cris de Paris puisque c'est justement une superposition de tas d'individualités. Là je reviens à l'œuvre de Jeannequin. Ensuite, aujourd'hui, et par rapport au spectacle que vous venez de voir, L'Ailleurs de l'Autre, c'est vrai qu'il y a quelque chose du nom Les Cris de Paris, de cet environnement populaire et de tradition orale évidemment qui reste puisque L'Ailleurs de l'Autre, c'est un spectacle dans lequel on interprète des chants qui ont été enregistrés par des ethnomusicologues qui sont issus de cultures sans écriture et donc de chants de tradition orale. Quatre chanteuses virtuoses. On a l'impression qu'elles ont effectivement une culture musicale différente les unes des autres qui s'associent finalement. Ça devient très complémentaire. Il y a, je crois, mezzo et soprano au niveau musical. Oui, disons que leur tessiture dans le cadre de la technique classique, c'est effectivement, il y a 3 sopranos et une mezzo-soprano. Ensuite, leur culture vocale, non, justement, ce qui est intéressant, c'est le déplacement. Elles viennent toutes de la culture de la musique classique et leur métier principal, c'est d'être des chanteuses lyriques. Et là, évidemment, la musique qu'on travaille et la façon dont on la travaille et qu'on la présente, le déplacement, il est à cet endroit-là. Mais finalement, on pourrait partir de quelque chose qui est supposé faire d'elles des artistes qui se retrouvent dans l'homogénéité, dans le rapport, dans le fait qu'elles aient en point commun un répertoire et une façon de le faire. Et puis là, évidemment, on va aux 4 coins du monde avec des techniques et des fonctions musicales très différentes de celles auxquelles on est normalement habitué. C'est-à-dire, nous, notre métier, c'est de faire de la musique en concert.
Et là, finalement, on chante tout sauf de la musique de concert dans ce projet. Je parlais de ces 4 chanteuses virtuoses, en effet, avec cette formation classique, mais pour nous inviter à découvrir un répertoire qui correspond à une forme de voyage sur l'ensemble de la planète. On passe de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, voire Amérique du Sud. Nombre de chants issus d'un répertoire qui correspond plus aux traditions orales, c'est bien ça ? En tout cas, tout ce qu'on chante sont des chants de tradition orale. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement issu de pays où il n'y aurait pas de l'écriture, mais enfin, précisément, les musiques qui sont choisies sont des musiques qui ont été enregistrées, enfin pas uniquement pour cette raison, mais en particulier parce que elles échapperaient, enfin c'est du patrimoine immatériel, elles échapperaient, disons, à la notation, et donc d'ailleurs la plupart des choses qu'on chante aujourd'hui sont des choses qui ont disparu, enfin qui ne peuvent plus être chantées. Il y a beaucoup de choses qui sont des pratiques qui ont totalement disparu et qui ne réapparaîtront pas de la surface de la planète. Ça veut dire qu'il y a à un moment donné une transmission qui s'est faite à partir de ce travail de recherche des ethnomusicologues. Comment s'approprier, comment s'imprégner de cette culture orale qui n'existe plus, comme vous dites ? Parce que qui dit culture orale, normalement, il n'y a pas d'écrit. Non, mais il y a des enregistrements. D'accord. En fait, c'était notre démarche, c'est un peu un protocole qui n'est pas du tout scientifique. C'est-à-dire, on a pris des enregistrements de musique de tradition orale et on s'est, j'allais pas dire que amusé à les reproduire. Les musiques de tradition orale subissent depuis des dizaines d'années un sort qui fait que par rapport aux, je dirais, les cultures et les langues et les costumes des cultures qui ne peuvent pas, enfin, ou qui n'ont pas entrepris de fixer les choses, se font complètement manger par la culture occidentale. Et ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de voir ce qui nous arriverait, nous, dans l'autre sens, si finalement on abandonnait nos partitions, on prenait des enregistrements et on essayait de voir comment ça allait nous transformer, d'essayer de mémoriser des choses plutôt que de les fixer, plutôt que de reproduire des choses qu'on a d'abord écrites, comment ça nous transformait. Il s'avère que ça nous a tellement transformé, ou plutôt qu'on a eu tellement l'intuition que ça allait nous transformer, qu'au lieu de faire ça pour un concert, ce qui était le cas il y a 7 ans la première fois, 7 ans plus tard, on continue à entretenir cette pratique, à apprendre de nouvelles pièces et à créer de nouveaux formats pour diffuser ce projet, puisque c'était le cas aujourd'hui avec cette création. De la réinterprétation en quelque sorte. Oui, il faut de toute façon l'assumer. C'est à la fois de la réappropriation, mais je pense dans un sens qui est tout à fait, j'allais dire, légitime, enfin en tout cas louable, et dont il faut parler. Il faut absolument parler de la réappropriation, non pas comme si, quand on dit ça, il s'agissait d'un gros mot. Parce qu'en fait, d'une certaine façon, on fait aussi vivre des choses qui ont vocation à ne plus être entendues. Une 5e voix intervient comme une forme de fil rouge dans ce spectacle, c'est celle de Gilles Léotot, l'ethnomusicologue qui a participé en quelque sorte à ce travail, à cette création. Disons qu'en fait, encore une fois, il faut distinguer, j'ai envie de dire, la pratique qu'on a et puis les espaces de diffusion, ce qu'on a inventé. Il y a eu des concerts, il y a eu un autre spectacle. Puis on a toujours été à la recherche d'une forme qui nous permettrait justement à la fois de faire entendre ces musiques, mais de parler de notre pratique. Et justement, j'y reviens pour vraiment aussi parler de ce que c'est se réapproprier les choses, ou en tout cas, disons, les décontextualiser et les partager. Et pour ça, il nous a semblé qu'effectivement, il nous voit un regard extérieur d'une certaine façon, une intervention extérieure. Je crois qu'on avait tous l'intuition que c'était ce qui nous manquait, c'est-à-dire un peu de documentation pour le public qui ne vienne pas de nous, pour pas que ça se transforme en conférence. Et puis les choses se sont faites, vous savez, il y a plusieurs générations de musiciens français qui ont été profondément marqués par la figure de Gilles Léotot, qui a créé la classe d'ethnomusicologie au Conservatoire de Paris et qui était également professeur d'ethnomusicologie à la Sorbonne. Et j'en fais partie, enfin je fais partie d'une de ces générations. Et quand on a repris nos réflexions, en particulier avec Thomas Guillot-Bataille, qui est le dramaturge et justement l'intervieweur et monteur de ce projet, eh bien la figure de Gilles Léotot s'est imposée et on a repris contact avec lui. Moi je ne l'avais pas fait depuis que j'étais étudiant et puis évidemment il a répondu très favorablement à notre invitation. Il nous a fait partager ses connaissances, son érudition et aussi sa curiosité, son enthousiasme. Vous nous citez les 4 chanteuses qui, elles, sont en relation directe
contact avec le public. L'ailleurs de l'autre, j'ai lu une formule que je trouve correspondre à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, véritable bouche à oreille intemporelle. C'est effectivement intéressant de citer les 4 artistes. Oui, alors il y a Marie Picot, Anaëlle Bensoussan, Pauline Leroy et Michiko Takahashi. Juste sur cette idée de cette véritable bouche à oreille, comme je disais, c'est aussi ça qui explique le titre du concert, L'ailleurs de l'autre. En fait, je découvre le bouche à oreille intemporel et je trouve ça vraiment charmant. Enfin, je trouve que ça marche bien. Je ne sais pas où vous l'avez lu. L'ailleurs de l'autre, en tout cas, c'est un titre qui d'ailleurs ne vient pas de nous, mais qui est emprunté à des actes de colloque. Enfin, j'avais trouvé ça à la bibliothèque du Quai Branly il y a quelques années maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y avait cette idée pour nous d'essayer de déplacer aussi. Attention, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on vit avec une vision tellement européano-centrée, ou en tout cas occidentalo-centrée, qu'on a du mal à imaginer que la surprise qu'on pourrait provoquer à des personnes qui justement n'ont pas notre culture, lorsqu'ils entendent notre musique, qui voient notre théâtre, qui voient notre danse. Enfin, imaginez quelqu'un qui voit du ballet sur pointe pour la première fois, alors que pour lui la danse fait partie de son quotidien, admettons, et qu'il n'a jamais vu ça. Bref, c'est ce déplacement qu'on cherche depuis le début, et puis dont on voulait parler à travers ce titre. Un spectacle qui est aussi basé, pour ceux qui nous écoutent, qui vont aller le découvrir vendredi 11 février à la Maison de la Châle à Éragny-sur-Oise à 20h30 et à l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône à partir de 20h samedi 12 février. C'est un travail particulier aussi produit sur l'écoute. D'ailleurs, vous étiez aujourd'hui en intervention ici au Collège des Meurisiers à Jouy-le-Moutier et il y avait une écoute exceptionnelle de la part des collégiens et j'imagine effectivement c'est aussi ce travail de voyage un peu auditif qui est proposé au travers de cette forme. Ça raconte en tout cas ce qui nous est arrivé précisément, c'est-à-dire que c'est vraiment en posant notre oreille sur le monde que, alors ça pourrait être une grande métaphore de notre vie de musicien et de ce qu'on a choisi de faire, mais quand même là dans cette démarche qui consiste quand même à écouter des choses qu'on ne connaît pas et donc à les écouter tout en écoutant des choses autres, évidemment d'apprendre à écouter autrement. Et je pense que c'est ça la démarche de tout mélomane et tous nos mélomanes, je sais pas. Je me répète, mais au-delà d'écouter des choses inouïes, on va dire, on apprend aussi à écouter autrement. Et en fait, c'est ce qu'on essayait de raconter et je suis très content, effectivement, parce que c'était la première, et dire une première avec des collégiens. Certes, ce sont les CHAM, donc les classes à horaires aménagés musique, qui font d'ailleurs un super travail, puisque je le connais parallèlement, ce travail. Mais effectivement, c'est un âge auquel le fait d'avoir une telle qualité d'écoute, ça me fait plaisir venant de leur part, et peut-être, je l'espère, venant de la part du spectacle, puisque dès le début du spectacle, c'est ce qu'on propose d'écouter. Je ne vais pas raconter le spectacle à vos auditeurs, mais d'écouter justement autrement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère que ça va se confirmer, le fait que ça fonctionne. Écho repris dans la presse, c'est Télérama qui a écrit l'article suivant concernant votre spectacle. On invite nos auditeurs à aller le découvrir donc à Éragny-sur-Oise et à l'abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-l'Aumône pour vendredi et samedi. Il est dit la chose suivante: litanie lancinante, appel de berger, joutes vocales débridées. On voyage ici aux eaux turquoises des Salomon, aux glaciers du monde inuit, en passant par les verts pâturages du Pays Basque. Et le résultat est saisissant, avec une puissance, une précision, un naturel confondant. Les filles des cris donnent à entendre des intervalles et des effets vibratoires proprement inouïs. Ça rebondit sur ce mot que vous venez de citer il y a un instant d'ailleurs. Je suis ravi que vous citiez cet article dont je ne me souvenais pas, mais qui parle précisément du concert. Donc effectivement, on a essayé, puisqu'encore une fois, le spectacle tel qu'il sera présenté encore cette semaine donc est une création. Il parle donc de cette pratique qu'on a depuis quelques années et qu'on a présenté en concert, et là il s'agissait effectivement d'un concert. On a essayé, à travers cette nouvelle forme, de pouvoir maintenir, comme ça je boucle avec la question que vous me posiez au tout début, de pouvoir continuer à avoir cette pratique des années plus tard sans figer du tout le répertoire. C'est-à-dire que ça puisse nous permettre de changer les pièces de concert en concert tout en gardant un propos très clair vis-à-vis du public. Merci à vous. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour McNamore.
Bonjour. Vous êtes en concert le 18 février prochain au Forum de Vauréal, concert qui est organisé en partenariat avec Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Vous venez en compagnie de vos musiciens et de Loïc Lantoine. On a dit de vous deux voix de la chanson pas chantée, humanistes, qui vont présenter à l'occasion de ce concert les fruits saisissants de leur œuvre commune, fière et tremblante. Alors, pour les plus conventionnels d'entre nous, votre duo avec Loïc Lantoine semblait improbable. Comment s'est faite cette rencontre? Et je crois savoir que cela remonte à une bonne dizaine d'années, la première rencontre. Exactement. En fait, des amis communs nous avaient conviés pour venir en soutien au Journal de l'Humanité, au Bataclan. Et on nous avait demandé de faire se croiser deux textes qu'on avait dans nos répertoires respectifs, à savoir L'usine, un texte du premier album de La Canaille, et Mauvais ouvrier, du deuxième album de Loïc Lantoine. Et nous avions fait à l'époque on avait donné ce petit bout, on va dire, de musique en improvisation totale, et ça avait duré 15 minutes, et on s'était rendu compte, et dans la salle et sur le plateau, qu'en fait il s'était passé quelque chose, et c'était la première fois qu'en gros je croisais Loïc Lantoine et lui pareil. Et après cette performance, on a sympathisé et on s'était dit que il fallait creuser et que le premier qui en avait l'occasion appelait l'autre. Et c'est moi qui ai eu l'occasion 8 ans plus tard, parce que j'étais artiste associé au Scène nationale du Jura. Et l'idée c'était de monter une nouvelle création, et j'avais envie de faire un pont entre justement cette chanson française et le rap, pour montrer aux gens que du coup il y avait une vraie filiation poétique. Et Loïc Lantoine est apparu comme une évidence. Et du coup, voilà, on s'est rappelé, et puis on a pris le temps, et on a eu plusieurs sessions de résidence. Et au bout du compte, on a monté un répertoire qui ne fait jouer qu'une fois, parce qu'on n'a pas envie de sauter les étapes. Et après cette première, on s'est dit, il faut continuer. Donc on a dit, on va enregistrer ça, on va sortir un album, et puis et espérer une tournée digne de ce nom après. Oui. Et nous voici, fiers et tremblants. Un album sorti en septembre 2021 qui comporte 9 titres, et la tournée, vous l'avez entamée depuis décembre dernier jusqu'à mars prochain. Est-ce que même beaucoup plus, hein, plus parce que effectivement, j'allais vous poser la question. À la base, à l'origine, ça ne devait être qu'un spectacle, et fort du succès, j'imagine rencontré, bien, vous vous dites pourquoi arrêter en si bon chemin? Exactement, et puis surtout que ça fait sens aussi sur nos routes respectives artistiques. Ouais, donc à l'endroit où on est, ça nous parle. C'est-à-dire que du coup, nous, Loïc comme moi, on est friands de projets en tout cas qui fusionnent, qui les cases nous étouffent souvent avec Loïc. Donc on a l'habitude lui comme moi de mener plein de spectacles différents avec des musiciens différents, avec des directions artistiques différentes. Et ça pour nous c'est vital, parce que c'est une manière de se renouveler, d'apprendre, d'échanger, et c'est le but aussi de la musique, quoi. Loïc Lantoine, poète, diseur, conteur, slameur, chanteur et bien plus encore, chantre de la chanson pas chantée, comme j'aime à répéter depuis bien des années, parce que je le connais et j'apprécie depuis bien des années. Et vous, Marc Namour, fondateur et leader du groupe La Canaille, groupe que vous avez créé, je crois, en 2005, une voix bien singulière dans le hip-hop, voire le rap français, et vous, ce qui vous nourrit, c'est cette soif d'humanité, l'un comme l'autre, cette soif d'humanité dans un monde normé, borné et insensible. Vous étiez fait, en effet, pour vous rencontrer, mais fier et tremblant. On est dans un contraste, voire dans un contraire. En fait, du coup, quand on était en train de réfléchir à ce répertoire qu'on devait mettre en place à l'époque, on s'était dit, il nous fallait un fil directeur pour justement après imaginer toutes les thématiques dont on allait parler. Et on a beaucoup échangé par SMS. Et effectivement, après, on se disait, alors quels sont nos points communs? On commençait à lister un peu tous les points communs qu'on avait. Et effectivement, à la fin, du coup, Loïc Lantoine me dit, il m'écrit par SMS, il me dit, effectivement, nous regardons le monde par le même belvédère, fier et tremblant. Et quand il m'a écrit ça, je me suis dit, le voilà mon fil rouge que je recherche, fier et tremblant, effectivement, parce que je pense que ce sont les deux adjectifs qui correspondent le mieux
à toutes les thématiques qu'on a explorées, lui comme moi, avec plein d'albums et plein de chansons dans notre répertoire. Nos thématiques sont tantôt fières, tantôt tremblantes, parce que je pense que on a ça en nous, quoi. On a plein de doutes, doutes et en même temps une fierté de nos origines sociales, une fierté aussi qu'on a envie d'assumer aussi. Nous tous les deux issus de milieux modestes, on n'a pas trop envie de courber les chines. Et en même temps, on est très humble aussi par rapport à notre parcours, à l'avenir. Et donc du coup, on s'était dit que c'était la matrice idéale pour en tout cas explorer un peu plein de thématiques nouvelles, quoi. D'un côté, il faut être combatif et de l'autre, il faut aussi savoir accepter sa vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours facile, en quelque sorte à point fermé et à cœur ouvert. Exactement, c'est un peu ça. Est-ce que pour autant c'est une démarche politique? D'ailleurs, vous, à l'occasion d'une interview, on vous pose la question, est-ce que Fier et Tremblant, c'est une forme de manifeste au monde ouvrier, aux prolétaires, aux petites gens, et vous êtes un peu, critique sur le mot manifeste. Vous considérez que c'est pas vraiment votre démarche, cette notion de manifeste. Vous n'êtes pas dans une démarche extraordinaire. Non, mais parce qu'en fait, pour nous, ça ne commence pas maintenant, à rendre hommage au milieu modeste et au monde ouvrier au sens large du terme. On a toujours fait ça, avec Loïc. En gros, nos héros ordinaires sont les petites gens, toujours depuis le départ, parce que c'est notre terreau, on est issus de là. Donc on ne joue pas un rôle, on parle de nos amis, on parle de nos parents, on parle du monde dans lequel on a grandi. Et ça a été toujours quelque chose qui nous a tenu à cœur, dans toutes nos chansons qu'on a fait par le passé, et toutes nos créations qu'on défend. Donc manifeste, non, parce que ça voudrait dire que c'est une nouvelle posture. Non, nous on est dans la continuité de notre travail. Et alors est-ce que c'est politique? Évidemment, mais par contre ça l'est de fait. Ça ne l'est pas parce qu'on a une volonté particulière à être politique. Ça l'est de fait parce qu'à partir du moment où quelqu'un issu des milieux modestes s'exprime, c'est de fait politique. Voilà. Il n'y a pas à forcer à grossir le trait. Moi j'aime bien, je n'aime pas quand c'est des textes qui sont trop comme des slogans, une succession de slogans. Moi j'aime l'intime Et donc du coup on est politique par cette traversée intime, en tout cas des personnages qu'on dépeint dans le spectacle, quoi. On sait que notre société est, dure, pour ne pas dire davantage, concernant les faibles. Notre société ne fait pas de place pour les faibles, au contraire, elle les broie. Vous, c'est un peu en réaction avec cette époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous dites pourtant, l'artiste doit être le reflet de son époque, l'air du temps. Mais de quelle époque parle-t-on? Et surtout, quelle critique portez-vous sur l'époque dans laquelle nous sommes, vous et nous? C'est-à-dire que du coup cette république de la méritocratie, cette république des gagnants, il faut être un gagnant. Quand on voit nous la tête des gagnants, ça nous donne absolument pas envie de faire partie de cette équipe-là. Moi je revendique le camp des perdants limite, parce que moi ces gagnants-là qui mettent le monde à feu et à sang. C'est ces gagnants-là qui n'ont que pour seule morale le dollar. C'est ces gagnants-là qui sont en train de pourrir l'espace maintenant en allant sur la Lune ou je sais pas quoi. Ces gagnants-là, pour moi, ils me débectent. Ces gagnants-là sont juste des marchands de misère, des marchands de malheur. Et moi, bien évidemment, ce sont nos ennemis politiques. Et nous, en tant qu'artistes, notre espace, en tout cas de prise de parole, c'est le plateau, c'est la scène d'un théâtre, d'une salle de musique. Et nous, on a décidé, en tout cas, de prendre ça comme un lieu, en tout cas, pour échanger d'autres idées qui ne sont effectivement, malheureusement, pas mises en avant parce que ces gagnants-là, ils prennent toute la place, ils occupent tout le terrain, Et du coup, maintenant, c'est pour ça que nous, on focalise sur ces petites gens qu'on n'entend que trop rarement, malheureusement. Oui. J'ai lu à propos de votre spectacle ceci: dans la lignée d'Aimé Césaire et de Léo Ferré, il chante point levé et chiffon rouge au bout du cœur, la gloire des petites gens. Comment vous recevez ce genre de réaction, voire de critique positive pour le coup, hein? Oui. Et puis de toute façon, de manière, Aimé Césaire, pour moi, j'avais fait un spectacle déjà
qui tourne encore avec Serge Tessoguet et Cyril Bilbao qui forment l'entité Zone Libre. Et on avait fait, parce que moi, Aimé Césaire, il se trouve que le cahier d'un retour au pays natal, son texte emblématique, c'est mon poème de chevet. C'était un poème qui a eu une résonance. Il y a eu un avant, un après pour moi. Après, c'est la première lecture de ce texte. Et effectivement, il m'a redonné de la dignité, ce texte. Et j'ai la chance de le défendre sur scène. Donc effectivement, et puis après Léo Ferré, parce que du coup, ça fait référence à toute cette tradition de la chanson française à texte. Donc je ne valide pas tout de Léo Ferré, mais il y a plein de textes quand même qui m'ont aussi beaucoup nourri, quoi. Donc alors, je prends ça comme un compliment, effectivement. Oui. Il est question de textes inédits, donc que vous avez écrits ensemble, c'est bien ça. Oui. Et parmi ces textes, ces chansons, 9 titres qui figurent sur l'album, il y a eu la réécriture des Gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Pour vous, c'est une forme d'hommage ? Bah oui, exactement, puisque de toute façon, de manière, ce projet-là se veut faire un pont entre une chanson française et un rap. Et du coup, je me suis dit, j'allais rendre hommage à cette grande dame qui s'appelle Anne Sylvestre, et plutôt que de faire une énième reprise de cette chanson qui a été beaucoup reprise, j'ai préféré en tout cas moi réécrire à la manière d'eux, en gardant cette thématique de j'aime les gens qui doutent. Et ça a donné cette chanson. Et du coup, et Loïc, et ce qui moi me touche énormément en plus dans l'histoire de cette chanson, c'est que vu que Loïc connaissait bien Anne Sylvestre, il lui a fait écouter avant qu'elle parte, et elle adorait. Et elle nous a vraiment donné son aval pour défendre ce texte. Donc du coup, ça m'a d'autant plus touché. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'elle a disparu le 30 novembre 2020, donc c'est effectivement pas loin dans le temps, et elle aura marqué plusieurs générations d'amateurs de chansons françaises. Alors oui, j'ai lu dans la presse à propos de votre duo et de Fier et Tremblant, de cet album, le rap croise les vers avec la chanson française et porte le fer contre les élites, fiers de leurs origines modestes, tremblants face à leurs doutes et aux dérives de la société libérale, puissants parmi les soi-disant perdants. C'est le dernier numéro de Magazine francophone qui titrait effectivement l'interview que vous leur avez accordée dans le numéro de décembre 2021, janvier 2022. C'est fort, ça traduit bien effectivement cette rencontre. Je ne sais pas si on parle de fusion, mais d'abord c'est vraiment une rencontre sans être on n'est pas dans un battle ou dans une joute oratoire entre vous deux. Mais non, absolument pas. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas d'intérêt. Là, on est tout en bienveillance et tout en douceur entre nous. Et le but du jeu, c'est justement que notre parole finalement se croise en gardant nos singularités, mais en ne faisant qu'une seule voix au final. Et du coup, chacun avec sa corporalité, avec sa manière d'aborder la scène, avec sa façon d'écrire, finalement, ce qui marque aussi beaucoup les gens, c'est qu'ils nous trouvent radicalement différents et en même temps énormément complémentaires. Parce que le but du jeu, c'est d'accorder nos violons. En fait, on s'est tous mis au service de ce projet, que ce soit les musiciens de la canaille, Loïc, L'Antoine ou moi, et on prend du plaisir aussi surtout, quoi, parce qu'on est copains, quoi, on est des copains, donc dans la vie. Et voilà, on se trouve chanceux en tout cas d'avoir l'occasion de prendre du plaisir ensemble et d'essayer de défendre du mieux qu'on peut une parole poétique et politique aussi. Oui, alors je confirme. Une rencontre d'ailleurs, au-delà de cette rencontre artistique, c'est vraiment une rencontre pour sortir des cases aussi, parce que on est dans une société où vous êtes chacun dans une case, et là finalement tout ça, ça explose pour donner l'envie aux uns qui aiment le rap d'écouter, de découvrir la chanson française, et vice versa. C'était un peu le but aussi. Voilà, si ça peut amener les gens du coup aussi à nourrir leur curiosité, à aller voir un peu plus loin que ce que nous présentent finalement les grands médias influents. Et c'est vrai que Loïc comme moi, encore une fois, les cases nous étouffent, quoi. On les a toujours éclatés depuis le départ, en fait, lui comme moi. Et ça se ressent aussi dans tous les projets qu'on défend. Voilà, on n'hésite pas à se mettre en danger, on n'hésite pas à aller sur des zones un peu inconnues, avec des musiciens d'horizons totalement différents d'une autre. Voilà, c'est ce que je disais au début de l'interview. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je vais pouvoir m'enrichir finalement.
Et nous allons grandir également et nous enrichir à la découverte de vous deux et des musiciens qui vous accompagnent lors de ce concert qui aura lieu le 18 février, je le rappelle, au Forum de Vauréal. C'est sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Tout cela en partenariat avec Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Dernier mot, pour vous faire partager à vous et aux éditeurs une critique concernant cet album. Les voici donc fiers et tremblants, sous de mots M-A-U-X, ivres de mots M-O-T-S et gorgés d'idéaux. Les voici donc mélancoliques poètes qui affirment pourtant aimer à mort la vie. On tombe dans cet album comme dans un bon roman en savourant ses récits et ses mots avec une impatiente attention d'une chanson à l'autre, en dégustant sa poésie poussive et sa musique et sa vive musicalité. C'est un coup de cœur de bulle de culture que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux et sur la toile, comme on dit. J'imagine que ça montre effectivement le bon accueil qu'a reçu à la fois cet album et ce spectacle. Bah oui, ouais, on est content, on est très content. Et c'est un peu gênant d'entendre ce genre de compliments, mais voilà, je peux dire que c'est super, voilà. Mais tant mieux si ça parle aux gens, parce que nous, ça a fait sens pour nous, et quand on se rend compte que du coup, ça résonne aussi dans la tête de ceux qui nous écoutent et ou bien qui viennent nous voir en spectacle, on se dit que ça a gagné. Merci à vous, un grand merci Marc Namour. Vous saluerez de notre part Loïc Lantoine et les musiciens qui vous entourent, qui vous accompagnent dans cette belle aventure. En tout cas, nous on confirme que c'est une magnifique réussite, c'est sensible, c'est sublime. Autrement dit, il faut aller vous découvrir sur scène. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à vous. Ce qu'on dit, c'est pas vrai, mais on l'a mérité. Aujourd'hui, maintenant, on vous attend, frère. On sait que c'est tout droit. Pour pas être à l'étroit, on écarte le chemin et on le nomme demain. On danse et on avance. Il ne fait plus trop froid, c'est le feu du mélange. Il gonfle notre pain. L'ambiance me porte, j'enchaîne. Les rimes me sortent sans peine. Prends le contrôle de l'antenne en scène. Dans l'oreille qu'on t'engraine. C'est l'heure de parler par cœur. L'heure de garder l'ardeur. L'heure de chasser la peur. C'est l'heure de vider quelques chargeurs. Avec Loïc on a croisé les vers. L'époque est délétère, on a jugé la réplique nécessaire. J'ai la plume de mes pères. J'ai la voix des précaires. Longue peine, joie éphémère. Nerf à vif, le revers est sévère. Nos chansons ne se chantent pas, non. Leurs chansons ne me tentent pas, vieux. Poétique et l'attentat, je frappe là où l'industrie ne l'attend pas. Je fais des pompes, je fais des bombes, des comptes. 2.0, je viens choquer les pontes. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Anne Collot. Oui, bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle que vous allez nous proposer le mercredi 16 février à 18h au Théâtre 95 à Cergy. Le spectacle a pour titre Comme une utopie, en deux mots, commune, utopie. Peut-être une explication de texte sur ce titre ? Oui, c'est un jeu de mots en fait sur le commune qui fait entendre à la fois cette idée d'ensemble, de collectif avec l'idée de la communauté, mais aussi l'idée du jeu et si on faisait comme si c'était une utopie. Donc voilà, c'est pour amener déjà différents niveaux de lecture pour la pièce. Alors tout cela en référence aux travaux et aux créations produites par une chorégraphe américaine qui vous a, on va dire, fortement influencé. En tout cas, ça a été une source de résonance de travail pour vous, celle d'Anna Alprin. Oui, effectivement, Anna Alprin, c'est une chorégraphe états-unienne qui est décédée l'année dernière à près de 101 ans et qui, depuis que je l'ai rencontrée au début des années 2000, ne cesse de m'inspirer, de me nourrir, de me guider, on pourrait presque dire. Ça a été d'abord une longue relation de travail aux États-Unis et puis depuis la France avec des allers-retours et j'ai tellement été subjuguée par son travail, par la femme, par la puissance de son œuvre, que j'ai recréé certaines de ses pièces, puisqu'elle était à l'époque, au début des années 2000, quand je l'ai rencontrée, quasiment inconnue en France et en Europe.
Elle commençait tout juste à être repérée par certaines personnes en France, dont un chorégraphe qui s'appelle Alain Buffard, qui est décédé depuis. Mais voilà, donc j'ai entrepris avec elle un échange au long cours, et j'ai recréé donc en 2008 une de ses pièces phares qui avait été interdite pendant 20 ans aux États-Unis parce qu'elle déshabillait ses danseurs sur scène. C'est une pièce qui s'appelle Parades and Changes, parade, on pourrait dire, et transformation, qui a été créée en 1965 et qui a révolutionné la danse parce qu'elle est basée entièrement sur des gestes du quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des phrases chorégraphiques, la pièce part de gestes de tous les jours, comme justement se déshabiller, ou comme déchirer des feuilles de papier, ou transporter des objets, les emmener, leur faire traverser l'espace, etc. Et ce qui peut paraître très banal, en fait, devient complètement extraordinaire depuis de la manière dont on fait ces actions sur le plateau. Alors, Anna Alprin, c'est vrai qu'elle a marqué, pour ceux qui s'intéressent de près à la danse et à l'histoire de la danse, elle a marqué le début des années 60, c'est ça, où on a parlé à ce moment-là d'une véritable transformation radicale de la danse contemporaine. Elle, au-delà de ses réalisations, quelle a été son influence sur la danse contemporaine selon vous ? Alors son influence, je dirais, est majeure, même si elle n'est pas forcément reconnue, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire école, Anna Alprin. Elle, ce qui l'intéressait, c'était que chacun développe ses propres processus de travail, son propre langage chorégraphique, mais elle a quand même justement tellement ouvert de possibles pour la danse et pour la performance qu'elle a initié des façons de faire qui ont nourri en fait des générations d'artistes, et notamment ce qu'on a appelé la post-modern dance américaine, avec des chorégraphes comme Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Rainer, et au-delà de ça, de multiples architectes, poètes, cinéastes, etc., etc. Et elle a vraiment donc complètement remis à plat ce qu'on appelait la danse, que c'était que le geste, ce que c'était qu'une composée en danse, qu'est-ce que c'était que la danse, etc., etc. Ouais. Alors son travail, cette pièce dont on parle, d'Anna Alprin, vous dites qu'elle porte en elle un esprit de liberté et d'utopie qui est pour vous emblématique de l'enfance, d'où l'idée effectivement de recréer, parce qu'on parle de recréation, je crois, de cette pièce qui est devenue aujourd'hui comme une utopie. Alors, pour justement comme une utopie, moi j'avais très envie que cet univers artistique, esthétique, performatif soit accessible aux enfants, ce qui n'était pas le cas avec cette séquence de nudité, puisque ça peut être un petit peu compliqué. Donc, et d'interdiction pendant une vingtaine d'années d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas que pour les enfants d'ailleurs que c'est parfois compliqué, mais le désir c'était que les enfants puissent avoir accès au caractère effectivement extrêmement à la fois très sérieux mais très joueur du travail d'Anna Alprin, et puis s'immerger vraiment dans la dimension de l'utopie à travers donc cette transformation du quotidien, mais aussi à travers cette dimension de l'art comme expérience et de la fabrication. En fait, c'est beaucoup la notion de processus qui est à l'œuvre, beaucoup plus que le résultat fini, et donc de pouvoir eux-mêmes avoir une voix au chapitre pour agir pendant le spectacle sur ce qui est en train de se faire, au plateau. Mais donc, dans Comme une utopie, je m'inspire totalement du travail d'Anna Alprin, mais c'est pas exactement une recréation de Parades and Changes, puisqu'on s'en éloigne. C'est-à-dire, je reprends les principes, je reprends des tâches, des gestes du quotidien, mais je les compose et je les propose un petit peu différemment, justement pour les adresser à ce jeune public. Oui, avec l'idée effectivement de cette fabrique d'une création collective, parce que le public a, comme vous dites, son mot à dire, y compris le jeune public. C'est un petit peu l'un des enjeux de ce spectacle sur ce dont on parle aujourd'hui et qui n'est pas toujours bien expérimenté, la démocratie participative. Oui, il y a vraiment cette dimension-là que j'avais très envie d'adresser aux enfants, parce qu'ils
est contenu, je dirais, dans le travail d'Anna Alprine, en tout cas dans ce que moi j'y vois, cette idée que tout un chacun et tout un chacune est un danseur ou une danseuse et qu'il n'y a pas besoin, que ce n'est absolument pas réservé à une élite, il n'y a pas besoin d'avoir des codes, et c'est vraiment le faire ensemble comme un jeu avec un ensemble de règles qui est au cœur du spectacle. Et du coup, on propose, les danseurs sur le plateau proposent aux enfants à un moment donné de choisir en fait un certain nombre de remises en jeu de ce qui se passe au plateau pour définir ensemble un nouveau spectacle qui va être ensuite performé par les danseurs. Alors, vous avez dit le faire ensemble, il y a cette notion du plaisir du jeu, et ça effectivement, ça parle nécessairement aux enfants, la dimension ludique, la dimension participative. Oui, c'est ce qu'il me semble, et on le vérifie. Là, on a créé la pièce en novembre, elle tourne depuis, et effectivement, les enfants sont de plein pied avec ce type de proposition, c'est-à-dire qu'ils s'emparent des choses avec une jubilation qui est extrêmement communicative et se prêtent totalement au jeu d'arriver à définir ce qu'ils ont envie de revoir, à voter, à même à un moment donné participer directement sur le plateau à une des actions, mais ça je n'en dis pas plus pour garder la surprise. Un peu de mystère et de surprise. Alors on parle aussi, y compris dans leur intervention collective, d'une performance qui est chorégraphique, avec sur scène 2 danseurs et une danseuse. Quelques mots à propos de vos interprètes. Oui, alors il y a trois interprètes au plateau. Donc Zoé De Souza, qui est une toute jeune danseuse issue du Conservatoire de Paris, c'est la première fois que je travaille avec elle et qui est une formidable interprète. 2 danseurs plus confirmés avec lesquels je travaille déjà depuis quelques années, qui sont Sherwood Chen, un danseur américain que j'ai rencontré justement chez Anna Alprine, donc il connaît très bien son travail, et Calixto Neto, un danseur originaire du Brésil, qui se prête aussi à l'aventure après avoir participé à d'autres créations que j'ai faites. Donc il y a vraiment plusieurs générations aussi sur le plateau, et c'était un désir aussi de pouvoir montrer cette variété aussi d'âge par rapport à ce spectacle. Quand vous parlez des gestes, voire des tâches du quotidien, c'est parce que c'est le fil conducteur aussi, c'est ce qui va amener à fabriquer ce spectacle, même s'il est déjà bien créé, en effet, mais où il y a à chaque représentation, il y a forcément une finalité, du moins un déroulé qui sera différent. Complètement, puisque c'est vraiment la règle du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps qui est une performance un petit peu plus habituelle, dans le sens où les danseurs ont une partition qu'ils interprètent, qui est fixée à l'avance, avec une certaine relation aux lumières qui sont créées par Henri-Emmanuel Doublier, à la musique, qui est une réinterprétation de la musique originale de l'époque de Morton Subotnick par Mathias Delplanque, et puis une relation aussi aux objets, aux accessoires qui sont, eux, créés par Rachel Garcia, qui est également la costumière. Et il y a beaucoup l'idée de la transdisciplinarité, d'avoir toutes ces dimensions qui jouent ensemble, la danse, bien sûr, mais aussi la musique, les lumières, les costumes, etc. Et à partir de tout ça, effectivement, après ce moment de vote avec les enfants, on redéfinit complètement les choses, et en fonction des choix du jeune public, c'est une nouvelle partition, un nouveau spectacle qui est effectivement proposé. À chaque fois, les danseurs, le musicien, l'éclairagiste s'adaptent pour arriver à jouer ce nouveau spectacle. Donc il y a une part d'improvisation également. Oui, alors avec aussi l'idée que quand on parle du plaisir du jeu, comme tout jeu a ses règles. Complètement. C'est vrai que c'est le jeu, comme sont les enfants maîtres en la matière, c'est-à-dire capables de s'immerger corps et âme dans ce jeu, qui a des règles aussi très sérieuses, qui sont donc des règles partagées par les danseurs au plateau, le musicien et l'éclairagiste, qui leur permet effectivement de savoir ce qu'ils vont faire ensemble, avec quelle vitesse, dans quel type d'espace, qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Tout ça est défini, et en même temps, il y a une marge de manœuvre qui fait que chacun va pouvoir faire les choses aussi
à sa manière. Et Oui. c'est ça que je trouve aussi là très fort en termes d'expérience commune, c'est-à-dire qu'il y a cette articulation, ce jeu entre contrainte et liberté, qui fait qu'on est réunis par ces règles et en même temps on a suffisamment d'espace pour pouvoir les interpréter. Merci Anne Collot d'avoir présenté ce spectacle comme une utopie, en 2 mots, comme une utopie, on l'a bien compris, et c'est à découvrir à l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, le 16 février à 18h au Théâtre 95 à Cergy. Mille merci à vous. Merci à vous. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Eric Minkuang Castins. Vous êtes chorégraphe et artiste visuel, artiste en compagnonnage avec Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Et vous allez nous présenter une création, un spectacle qui est à l'affiche de la nouvelle scène nationale Point commun le jeudi 10 mars prochain à 19h30 et le vendredi 11 mars à 20h30 toujours au Théâtre 95 à Cergy. Au cœur de votre spectacle, je serais tenté de dire qu'il y a une question fondamentale qui est posée, qui se pose au public et aux créateurs que vous êtes. Si tout mouvement devenant pour vous un enjeu et un objectif nécessitant une attention sans faille, quels seraient vos gestes essentiels? Là, la question est posée et pour votre travail de créateur, c'est l'occasion de dépasser le handicap par la danse? En fait, moi, je le pense pas comme ça. C'est qu'en fait, on travaille avec 2 interprètes en perte de mobilité, un ancien boxeur et une danseuse contemporaine à thème de Parkinson en rigidification. Et elle et lui nous proposent une façon de bouger inédite, un geste de création. Lui, par une mémoire qui se réactive, en fait, puisqu'il n'a pas pratiqué la boxe depuis 30 ans, et qui se doit de se faire, de s'exécuter, porté, soutenu par des danseurs et danseuses tels des exosquelettes. Et en fait, d'un seul coup, la boxe se fait à plusieurs, soutenue, et devient un geste chorégraphique, devient un moment inédit de duo qu'on pourrait penser impossible. Et chaque geste se dessine, ses punch, ses jams, à 2, à 3, à 4, et devient chorégraphique. Elle nous propose une lenteur incroyable, comme si l'air devenait épais, et qui est augmenté par une danseuse. Donc ce sont des duos, ou des trios, ou des quatuors, et j'ai envie de dire c'est plutôt un geste de création atypique. En fait, il nous emmène des endroits de perception, de ressenti, et esthétique, puisqu'on crée des formes nous créons des formes ensemble, qui est proposé au public de ce spectacle. Le titre du spectacle est d'ailleurs en effet Forme avec un S de vie. C'est bien plus qu'une chorégraphie. Je crois que quand vous parlez effectivement des danseurs et de ceux qui sont sur scène, dans ce spectacle, en tout cas, la rencontre entre les corps dits empêchés et les corps dits virtuoses. Ça va au-delà du handicap, si j'ai bien compris. Oui, et en fait, exactement. C'est-à-dire qu'on ne montre pas des personnes en situation de faiblesse. On nous montre des personnes qui nous amènent à des endroits inédits, soit par la danse, soit aussi par l'image. C'est-à-dire qu'en fait, durant toute cette création, nous sommes allés danser, marcher, escalader des montagnes dans la nature et porter les uns par les autres. Et nous montrons ainsi au public par le cinéma ces magnifiques images dans la nature, que la création c'est une forme de vie, parce qu'on va en créant ces images, on fait des performances dans la nature, on marche ensemble, on ressent des choses, et surtout ça se transmet au public comme une mémoire du geste, en fait, qui après est restituée sur la scène. Donc il y a vraiment ce dialogue entre mémoire, geste dans la nature et action performative. Mmh. Et ça suppose un dispositif scénique particulier. Le public, il se retrouve au centre de ce qui se passe effectivement entre ce que vous dites, la partie chorégraphique et aussi le dispositif. J'ai lu
vidéoprojection et de son cinéma, où il est question de spatialisation sonore qui restitue la traversée des corps, souffle, toucher et impact sur le sol. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu que tout le monde soit dans le même espace. Donc il y a un tri frontal, mais aussi que le public peut voir à 3-4 mètres la danse. Et comme si presque il a envie de toucher, de voir ces gens se toucher. Bon, et c'est d'autant plus fort en plus que, comme on dit, il y a ces préjugés. Cette personne elle est handicapée, elle semble aidée par les autres. Non, elle n'est pas aidée. Elle se mouvoie, elle traverse même le public par ses marches portées. Donc il y a vraiment, et surtout dans cette période, où quand même on a été éloigné pendant un moment. Et puis effectivement, il y a tout un dispositif de cinéma où littéralement, par la spatialisation sonore, les bruits de toucher, de nature, danse, j'ai envie de dire de manière sonore, danse dans les oreilles des spectateurs. Il est immergé, il est immersif. Oui, c'est une exploration chorégraphique, mais je serais tenté de dire sensorielle également. Oui, tout à fait. Bien sûr, sensoriel, comme je dis, parce qu'on est très proche des corps, comme si on pouvait presque toucher, même certaines personnes me dire mais j'ai envie de me lever et danser avec ces personnes. Et puis aussi, sonore et visuel, puisque le son nous immerge, en fait. Donc, on est à un moment presque à l'intérieur de la nature. Le son et l'image, il est question durant le spectacle de la projection, effectivement, de 3 films qui montrent des danses associant des personnes en perte de mouvement. Oui, il y a un extrait de boxe sur la montagne Sainte-Victoire. Et on voit cet extrait de boxe en plan séquence où Kamal, on dirait, nous boxe nous-mêmes. Et en fait, soudainement, on le voit sur la scène, physiquement, et on compare, on voit ce que nous apportent ces deux types de médiums. Et puis, il y a une autre balade dans la nature avec tout un groupe de personnes qui est vraiment une sorte de traversée sensible dans la forêt. Et enfin, on a une danse incroyable, je ne vais pas dire trop longtemps, avec une personne en empêchement extrême et qui nous montre toute son intériorité par la danse. Les danseurs, les corps, puisque on parle bien de forme de vie et les questions du corps de chacun, que ce soit les corps dits empêchés ou les corps dits virtuoses, ils s'augmentent, ils s'influencent les uns les autres, c'est aussi ça le message ? Oui, exactement. C'est-à-dire que en fait, déjà, il y a eux qui nous amènent, Kamal et Élise nous amènent leur spécificité. Élise qui nous amène un rapport au temps, comme je l'ai dit, on a l'impression que sa danse, c'est de la sculpture vivante. Elle a une concentration à chaque geste qu'elle fait. Je veux dire, il y a des danseurs plein de professionnels ont dit, mais il y a des danseurs qui passent une vie entière à chercher cette lenteur extrême. Il y a Kamal qui a cette vitalité incroyable. Et puis aussi, ces danses relationnelles à 2, à 3, à 4. Si finalement la virtuosité aujourd'hui, c'est pas de lever la jambe super haut, mais plutôt de montrer des corps à corps dits impossibles. Oui, peut-être c'est cela. C'est vrai qu'on est dans une période, dans une époque où le handicap, on a plutôt tendance à vouloir le cacher. Oui, c'est un débat de société. Le handicap, la maladie est montré comme vraiment on n'a pas envie de voir ça parce que ça nous rappelle nous-mêmes notre propre vulnérabilité. En fait, dans un monde hygiéniste, performatif, hyper productiviste. Et en fait, le projet il s'est fait en partenariat avec un centre de soins palliatifs, la Maison à Guernesey. Et là-bas, ils ont une philosophie qui dit la fin de la vie, ça reste la vie. C'est-à-dire que c'est rempli de complexité, de sensualité, de désir. Il faut jusqu'au bout ça. Et d'avoir donné tout un temps ces ateliers là-bas, avant de faire cette pièce, ça nous a extrêmement nourris éthiquement, philosophiquement et de manière critique. Quelques mots à propos de la compagnie Shonen, qui veut dire, je crois savoir en japonais, adolescence. C'est la compagnie que vous avez fondée ? Oui, ce titre vient du manga, en fait. C'est vraiment les mangas, c'est-à-dire même jeunes garçons. Mais on est beaucoup plus ouvert que juste à des jeunes garçons ou à des questions de genre. En fait, cette compagnie est basée à Marseille. J'étais associé au Ballet de Marseille pendant 5 ans.
Et aujourd'hui, il y a différents lieux chorégraphiques, la Comédie de Valence, Musique à Amsterdam, et surtout mon travail, notre travail de cette compagnie, comme vous l'avez compris, multispécifique, qui est avec une diversité de corps, c'est créer des danses relationnelles. Comment, dans des espaces d'existence dits fragiles, il existe de la vitalité, peut se créer des danses qui nous donnent envie, encore plus je dirais pas dépasser, mais d'être sensible à notre corps et quelque part d'être nourri par ces formes de vitalité qui nous surprend en fait, qui semblait ne pas exister. Pour nos auditeurs, je voulais préciser également qu'au sein de votre compagnie, vous avez réalisé une quinzaine de créations, des spectacles, des installations, des performances et des films. Le tout avec le même fil conducteur, en tout cas la même intention, se mettre en relation danse et nouvelles technologies. Et là, effectivement, c'est inépuisable, effectivement, quand on commence à s'engager dans ces explorations. Oui, parce que, en fait, par exemple, le sujet de la technologie, là, elle est plus liée au cinéma, mais on fait par exemple des projets avec des drones, où on se connecte à des interprètes à l'autre bout du monde. C'est lié à l'évolution de la technologie dans notre société et comment elle nous immerge de plus en plus par les mass médias, par les réseaux sociaux, et comment elle crée des nouvelles structures de perception. Et ce qui est important pour nous, c'est quel est l'endroit du corps de la relation à cet endroit-là, comment elle modifie nos relations, et puis d'avoir un point de vue aussi critique par rapport à cela. Je pense que l'art, en tout cas, on s'adosse à une histoire de l'art qui est, comme vous l'avez compris, à la fois qui cherche un point de vue critique et qui interroge nos propres contextes artistiques. Tout à l'heure, on a parlé de la question de la virtuosité, mais aussi qui se dit que les espaces d'art peuvent être des espaces d'émancipation. Alors, cette expérience chorégraphique et cinématographique associe, on le rappelle, 2 interprètes en perte de mobilité et 3 danseurs-danseuses professionnels. Et j'aimerais juste que vous nous commentiez, si vous nous précisiez votre idée sur ces danseurs qui interviennent tels des prothèses humaines, sensibles et relationnelles. Ai-je lu dans votre dossier de presse? Oui, c'est la danse augmentée en fait. C'est vraiment par la danse contact. Chaque danse contact est liée à chaque corps. Et à un moment, Mance, le danseur, va être le muscle manquant pour Kamal, qui va pouvoir faire ses grandes enjambées sur la scène et à un moment accomplir des jams complètement toniques, disruptifs, qui vraiment explose l'espace, qui envoie ses coups de poing, alors qu'on pourrait se dire qu'il ne tient pas debout. C'est un équilibre perpétuel et une prise de risque perpétuelle qui est présentée sur la scène, et aussi une forme de vie. Avec effectivement un beau message d'espoir pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Tout à fait, oui. Merci à vous. Je précise que Forme de vie, ce spectacle est programmé dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise également, et qu'on invite nos auditeurs et auditrices à réserver pour l'une de ces 2 dates qui se dérouleront les 10 et 11 mars prochains à Cergy-Pontoise, au Théâtre 95 à Cergy, pour être encore plus précis. Merci Éric Mincuong-Castin. Merci beaucoup. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Pour conclure, pour toute information et réservation concernant ces spectacles qui vous ont été présentés au cours de cette émission, les tarifs, les abonnements et pour toute information pratique, vous composez le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 2 fois, ou bien sur internet à point-commun.com. point-commun.com. Remerciements à l'ensemble de nos invités, remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Damien Gissa pour la réalisation technique.
Cette émission sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 12 février de 9h à 10h sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Puis ensuite disponible à cette même adresse en podcast, mais aussi sur le site internet de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, à la bonne adresse point-commun.com. Votre prochain rendez-vous avec Point Commun l'émission sur RGB, c'est pour le mercredi 9 mars 2022 de 19 à 20h comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, ou bien encore à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. À bientôt. Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin. Rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.